de vous donner la parole. Je vais donner la parole à Fabienne Grébert et ensuite, je demanderai aussi aux intervenants eh bien, de savoir s'ils partagent le constat qu'on vient de faire et ce qu'ils attendent des élus régionaux demain pour agir sur la santé. Je n'ai pas déclenché mon micro. Merci Magali. Bien, merci à vous tous d'être là ce soir et merci aux intervenants qui ont dégagé du temps et à Benjamin, Guillaume pour avoir préparé cette rencontre et de l'animer. Je voudrais commencer mon propos par quelques chiffres. 10,2 millions d'euros pour la santé sur le budget primitif de 2016 qui avait été voté par l'ancienne mandature. 4,75 millions d'euros, c'est le chiffre du budget primitif 2020 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un chiffre donc qui est divisé par plus de 2. Alors, Laurent Wauquiez a beau jeu de vouloir distribuer des masques, Laurent Wauquiez a beau jeu de vouloir engager des campagnes de tests massives. Laurent Wauquiez est responsable de l'état de santé dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors bien sûr, nous ne pouvons lui jeter complètement la pierre, mais rappelons-nous aussi du gouvernement Fillon, auquel il a largement participé sous présidence Sarkozy, et où là encore, il a largement contribué à la réduction des lits d'hôpitaux et au dépouillement des services publics hospitaliers. Donc aujourd'hui, si nous en sommes là, il en est responsable. Alors, c'est quoi le tableau aujourd'hui dont on doit souffrir aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes? D'abord, c'est des communes qui sont des déserts médicaux. Ça, c'est un premier point. Et une inégalité d'accès sur les services de spécialistes, sur les services d'urgence, sur des maternités, sur lesquels nous devons effectivement, à quoi nous devons faire face. 2, c'est un triplement pour certaines affections longue durée. Sur les 12 dernières années, c'est des chiffres qui sont issus du réseau environnement santé et ce dont on voit se développer, et là, c'est des chiffres qui sont valables au plan national, mais qui sont aussi très fortement représentatifs en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'évolution très forte du diabète, c'est l'évolution très forte des cancers, c'est l'évolution très forte des maladies cardiovasculaires, c'est l'évolution très forte de l'obésité. Et là aussi, toutes ces fragilités, toutes ces affections longue durée sont des affections qui aggravent particulièrement toutes les victimes du Covid aujourd'hui, quels que soient les âges auxquels on est touché par cette maladie. Donc c'est un point aussi fondamental et sur lequel la région a des actions qu'elle peut porter. La région a abandonné tout projet sur la question de la santé environnementale. Et pourtant, aujourd'hui, la qualité de l'air enlève les vies à 48 000 Français. La qualité de l'air coûte 164 milliards d'euros aux villes européennes. Et il n'y a pas de fatalité. Car quand nous prenons en charge les choses, quand nous prenons en main les choses bougent. Je vais vous citer 2 exemples de villes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Grenoble, qui, comme tout le monde le sait, a un maire écolo depuis 6 ans. Le coût de la qualité de l'air par an, par habitant, est de 745 € par an. Lyon, qui vient juste d'avoir un maire écolo, le coût par an, par habitant, c'est 1 175 €. Donc, il n'y a pas de fatalité. Quand on met en place des choses, quand on met en place de la mobilité douce, quand on lutte contre la pollution dans les villes, quand on végétalise les villes, il y a des résultats et ça coûte moins cher à la collectivité. Et c'est ça, une région bien gérée. C'est de prendre en compte effectivement tous les effets que l'on peut gagner sur cet aspect-là. Autre point, me semble-t-il, important, c'est la question de l'alimentation. Et aujourd'hui, on le voit bien, tout le monde n'a pas accès à une alimentation de qualité, sauf à permettre à ses enfants de fréquenter une cantine bio avec une alimentation de qualité, etc.
Et puis le dernier point sur lequel je voudrais brosser le tableau, c'est effectivement l'état de dépression de la France et des Français. Un Français sur 5 aujourd'hui est dépressif parce qu'il n'a pas accès à la nature, parce qu'il n'a pas accès au lien social, parce qu'il n'a pas accès à de l'espoir, à de la confiance, à un avenir radieux. Et tous ces éléments-là contribuent largement, parce qu'il n'a pas de chat, parce que les chats, ça rend heureux aussi. Euh, et, et tous ces éléments-là, c'est effectivement une inégalité d'accès. Et là, la région a un vrai rôle à jouer pour garantir l'égalité d'accès à la santé et l'égalité d'accès à une santé environnementale, à des choses qui font du bien. Et je crois que ça peut être notre projet. Si j'ai envie d'incarner un message à vos côtés, c'est de dire je serai une présidente de région qui va garantir à tous l'accès à une bonne santé. Et du coup, on va essayer de trouver ensemble comment on peut s'y prendre ce soir. Bien, merci Fabienne. Je propose à la suite de donner la parole donc, à notre première intervenante, à Fanny Vincent, donc pour nous donner un peu ta vision de ce constat sur l'existant et ce qu'on peut attendre des élus régionaux voilà, de votre point de vue. Bonsoir, merci de me donner la parole. Alors, je vais peut-être botter un peu en touche sur cette première question, dans le sens où je suis plutôt une spécialiste des questions hospitalières que des questions territoriales et du rôle des élus dans les politiques de santé. Mais je pense qu'à partir du moment où, plutôt quand on veut engager une réflexion et une analyse sur l'organisation de notre système de santé et s'engager dans une amélioration du système de santé, il faut tenir compte, et c'est ce que la crise révèle notamment, du rôle et du poids de l'hôpital, parce que c'est quand même un acteur très structurant dans le système de santé et penser déterminants collectifs de santé, place de la médecine de ville, place des élus, etc. Ça implique aussi de penser l'organisation du système de santé dans son ensemble. Et aujourd'hui, un des problèmes du système de santé, c'est que l'hôpital a une place centrale et en même temps est extrêmement fragilisé. Et il me semble qu'on le voit bien aujourd'hui avec la pandémie. Alors, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans les détails historiques, etc. Mais simplement peut-être pour dire qu'à partir du moment où on veut engager une réflexion sur comment améliorer le système de santé, il faut essayer de repenser la place qu'occupe l'hôpital et comment est-ce que l'hôpital s'articule avec la médecine de ville notamment, et donc penser globalement les moyens qui sont mis dans le système de santé, particulièrement à l'hôpital, mais aussi à la médecine de ville. Quand je dis fragilité et centralité, je suis désolée, c'est un petit peu brouillon ce que je dis, c'est que l'hôpital a été pensé comme le système de santé depuis au moins les années 50, 60, la réforme de Bray. Tout le monde s'accorde à dire depuis au moins les années 70 que ça ne marche pas, qu'il faut désengorger l'hôpital, désengorger les urgences, qu'il faut qu'il faut réinjecter de l'argent dans la médecine de ville, qu'il faut repenser l'organisation pour éviter ces déserts médicaux justement qui sont problématiques et qui creusent les inégalités d'accès à la santé. Donc il faut à la fois résoudre le problème de que fait l'hôpital et comment est-ce qu'on gère l'afflux de patients aujourd'hui à l'hôpital, comment est-ce qu'on gère un surcroît d'activité à l'hôpital, tout en pensant le fait que la médecine de ville à côté n'est pas assez organisée, qu'il n'y a pas assez de... que les relations ville-hôpital ne sont pas assez prises en compte, que les acteurs du médico-social aussi ne sont pas assez intégrés dans cette organisation. Excusez-moi, je m'embrouille un petit peu dans ce que je voulais vous dire. Mais il faut penser donc à la fois la question du rôle des élus, la question des déterminants de la santé, avec la question des moyens qu'on met dans l'hôpital. Et ça, il me semble que la région, en fait, elle est un peu désarmée ou elle est un petit peu seule pour essayer de peser à ce niveau-là sur les moyens qui sont ceux consacrés aux politiques de santé, parce que les politiques de santé aujourd'hui sont des politiques nationales et émanent surtout de Bercy, derrière le ministère de la Santé. Et donc, les élus régionaux se retrouvent dans
dans une position assez difficile en fait pour peser sur ces politiques-là, dans le sens où c'est pas eux véritablement qui maîtrisent les budgets des politiques de santé au niveau national. Par contre, je pense qu'il faut que les élus régionaux, comme de manière générale les élus locaux, les élus des départements, particulièrement aussi les élus des municipalités, essayent de peser sur les modalités de prise de décision aujourd'hui dans la politique de santé. Je pense par exemple à ce fameux ONDAM que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui encadre finalement l'évolution des dépenses maladie tous les ans, qui est voté au niveau du Parlement dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il me semble que là, les élus locaux ont un rôle à jouer. Il faudrait qu'ils puissent se réapproprier ce genre d'instruments des politiques publiques, qu'ils puissent avoir leur mot à dire aussi sur cet objectif de dépenses d'assurance maladie, sur les moyens que la nation est prête à consacrer à la santé, parce que ce sont les élus qui, au quotidien, voient les conséquences dans leur territoire d'un manque criant de moyens à l'hôpital, mais aussi en ville, voilà, et auprès des professionnels de santé, etc. Donc, je pense que là, il y aurait un rôle qui est plutôt un rôle démocratique, un rôle de contre-pouvoir que les élus doivent saisir, à savoir comment est-ce que la politique de santé, qui doit, je pense, rester nationale, parce qu'il ne faut pas non plus creuser les écarts entre les territoires, mais comment est-ce que les élus locaux, en tant que contre-pouvoir démocratique, peuvent peser sur la définition des moyens qu'on accorde à l'hôpital, à la médecine de ville, aux associations de patients, etc., etc. Voilà, je m'arrête là, je suis désolée, j'étais extrêmement brouillonne dans ma réponse. Merci Fanny, merci en tout cas pour cet éclairage. Je vais passer la parole à Marie-Agnès Cabot, qui, voilà, je ne sais pas si tu as ton micro. Voilà, je viens de le remettre. Bonjour tout le monde. Merci de me donner la parole. Je suis un peu impressionnée de parler après tous ces chiffres, moi qui suis sage-femme de terrain. Par rapport à cette problématique, déjà de la notion de bien-être, je dirais que le bien-être, ça commence avant la naissance, voire même avant la naissance. Hein. Donc, il faudrait effectivement avoir une pensée sur les préparations anténatales des couples, etc. Mais je rebondissais sur ce que disait Fanny Vincent sur les déserts médicaux. Je pense que je vais plutôt parler de ça maintenant. On reviendra après peut-être sur la notion de maison de naissance, etc. Il est vrai qu'il y a eu plein de fermetures de maternité, surtout sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on en voit les conséquences tous les jours sur les temps de trajet que font les femmes quand elles accouchent. L'hiver arrive et on en avait parlé déjà ensemble. Il y a des transferts dans les maternités qui peuvent être un peu délicats. Donc ça a été une politique qui a été menée depuis déjà, il me semble, une vingtaine d'années par les gouvernements successifs, en pensant qu'il fallait qu'une maternité soit rentable. Et toutes les maternités en dessous de 800 accouchements ont fermé, au grand désespoir quand même des familles, 800 accouchements par an. Bref, donc ça, je pense qu'il faudrait repenser la naissance de ce point de vue-là. Et les bassins de vie, comme on en parle également dans les grandes instances discutées en commission paritaire à la sécurité sociale et autres. Il y a plein de choses qui ont été mises en place par les gouvernements successifs, je trouve, pour essayer de combler, de renouer, je dirais, ce lien ville-hôpital, de nouer ce lien ville-hôpital, parce que je crois qu'il n'a jamais été vraiment noué. Et depuis quelques années, on parle avec les ARS qui financent des URPS, ces unions régionaux de praticiens de santé, qui sont donc des praticiens libéraux. Et il y a tout un travail de fait avec ces instances-là, avec les médecins, infirmiers, etc. Et je trouve qu'on n'en voit pas le but, on n'en voit pas la finalité. Et je pense que les régions peuvent travailler vraiment en ce sens pour que les médecins libéraux, que les praticiens libéraux, que ce soit infirmières, sages-femmes, kinés, etc., puissent être beaucoup plus visibles et dans le travail à domicile. Je vous donne tout ça un peu en vrac, toutes mes pensées. Je reviendrai sans doute plus tard sur la périnatalité, mais là, je voulais vraiment faire le lien entre ce qui ne marche pas et où il y a quand même des financements. Et je trouve que c'est quand même… il n'y a pas de dialogue et je pense que la région et les élus régionaux pourraient vraiment travailler avec les ARS, avec les caisses primaires d'assurance maladie également, même si c'est une compétence nationale. Mais je pense que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire et on pourra parler de la physiologie un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Merci. Merci Marie-Agnès.
Je vais maintenant donner la parole à François Blanchardon voilà, qui va nous donner l'éclairage d'une association qui représente les usagers. Oui, bonsoir à tous et très heureux d'être avec vous ce soir pour parler santé et d'inviter un représentant des usagers à votre table et c'est très important, je crois. Un mot de France Asso Santé, c'est l'Union nationale des associations agréées du système de santé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre délégation régionale compte 140 associations du système de santé qui sont regroupées pour pouvoir porter la voix des usagers de la santé auprès des acteurs de santé. Un petit mot introductif pour dire qu'on a quand même un système de santé qui est organisé et qui a été résilient pendant cette période de crise sanitaire et dont la confiance des usagers auprès des professionnels de santé est très importante. Je crois que c'est la profession qui rencontre le plus de confiance de la part des usagers et je pense que c'est important de le dire et de le redire maintenant. Il faut regarder parce qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de transversalité. Et donc, effectivement, à tout point des responsabilités, que ce soit les élus locaux, les élus territoriaux, les élus nationaux, il faut qu'il y ait des discussions et des échanges sur notre système de santé pour mieux l'organiser. Qu'est-ce que j'attends des élus? La première chose que j'attends des élus, c'est d'abord de s'appuyer sur les corps intermédiaires qui, pour les usagers de la santé, sont constitués par les associations d'usagers de la santé. Ces associations forment des bénévoles, ces associations représentent les usagers et donc il faut s'appuyer sur cette première brique ou cette brique de la démocratie en santé qui est indispensable. Il faut que les élus participent aux instances de démocratie sanitaire qui sont des lieux de discussion des acteurs. Et là encore, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Étant moi-même président d'une instance de santé, je n'ai pas vu beaucoup d'élus participer à nos échanges. Et je pense que ça, c'est important de mettre en avant puisque la démocratie sanitaire, c'est l'ensemble des acteurs de santé, y compris les élus, qui doivent participer à ces instances de concertation transversales. Les élus préférant parfois des échanges bilatéraux, ce qui cloisonne notre système de santé encore plus, puisqu'on a un système de santé qui est en silo, et donc on doit ouvrir et être plus dans la transversalité. Donc j'attends beaucoup là-dessus. La deuxième chose que j'attends des élus, c'est de reconnaître au-delà de l'expertise scientifique et médicale, l'expertise de l'expérience. Hein. Ça, ce sont les usagers qui amènent ça dans l'organisation du système. Oui, les patients ou les personnes en situation de handicap vivent 24 heures sur 24 avec leur pathologie, 24 heures sur 24 avec leur handicap et elles ont une expertise de leur expérience qui doit être prise en considération au même titre que l'expérience scientifique et médicale dans les discussions et les débats sur notre système de santé. Troisième élément que j'attends, on en a parlé, c'est l'accès pour tous et pour toutes en tout point du territoire de notre région. Il faut savoir que, si on parle de chiffres, on en a parlé tout à l'heure, mais moi je vais vous en apporter un, c'est 30% des usagers qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui sur notre territoire. Et quand on sait que pour pouvoir avoir accès à un spécialiste et avoir un remboursement complet, on doit passer par son médecin traitant. Quand on doit avoir de la prévention et du dépistage, il faut passer par son médecin traitant. Là encore, je pense que nous avons une grosse problématique qui est, je pense, la première problématique dans laquelle nous devons nous orienter. Quatrième élément, c'est reconnaître 3 parcours. Le parcours de soins, qui est le parcours ville-hôpital dont on a parlé, c'est la place de l'hôpital, la place des organisations de médecine de ville. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de coordination et de concertation, mais je crois que dans les organisations qui sont en train de se créer, on est en train de travailler sur le sujet. Enfin, en tout cas, il y a eu des évolutions. Le deuxième parcours, c'est le parcours de santé. Et dans le parcours de santé, on y met l'amont et l'aval, c'est-à-dire la partie de la prévention, et puis aussi le médico-social, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après. Pour pouvoir avoir un parcours de santé qui part de la base, de la prévention, on a un système de santé qui donne beaucoup d'argent sur la partie curative. On parle de santé qu'à partir du moment où on parle d'une pathologie, mais pas de santé au niveau de la prévention. Et ça, c'est un élément très important. Et le troisième parcours qu'il faut prendre en compte, c'est le parcours de vie, qui est un parcours de vie qui prend une dimension plus importante, qui est la relation du patient, de la personne en situation de handicap comme citoyen
à part entière avec des droits. Et je ne veux pas parler ni d'insertion ni d'inclusion, parce que déjà de parler d'insertion et d'inclusion, c'est reconnaître qu'il y a un problème. Or, un usager de la santé qui atteint une pathologie chronique ou qui atteint un handicap est un citoyen comme les autres et doit avoir accès aux mêmes droits que les autres. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple qui concerne mon champ associatif. Je suis issu d'une association qui s'appelle AFA Crohn RCH France, qui s'occupe des personnes atteintes de maladies chroniques de l'intestin, qui touche très souvent des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de ces personnes ne sortent pas de leur domicile pour une raison, c'est qu'on n'a pas d'accès aux toilettes quand on sort de chez soi. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très concret sur lequel on attend les élus, que ce soit au niveau des municipalités, mais aussi de la région. Avoir accès aux toilettes aujourd'hui, c'est un droit à la santé et c'est faire en sorte que des personnes qui sont atteintes de pathologies qui donc ont besoin d'avoir accès à des toilettes de façon parfois urgente puissent avoir la possibilité de pouvoir vivre comme tout à chacun dans un territoire. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça, je ne veux pas tous les citer, mais ça c'est un exemple qui me semble très intéressant et dont on parle peu parce que les toilettes c'est tabou en France. Il y a une journée mondiale des toilettes sur laquelle j'invite bien sûr la région et votre parti à bien sûr s'engager pour pouvoir avoir droit à des accès aux toilettes. Enfin, cinquième élément, il y en aurait beaucoup, mais je m'arrêterai ici, c'est l'éducation à la santé. On n'a pas suffisamment d'éducation à la santé. Là, au niveau de la région, je pense que c'est un point important à travailler. On a parlé l'autre jour dans les médias d'une espèce de bombe à retardement de ces jeunes qui ont besoin d'avoir une éducation et un enseignement à la santé parce que la nourriture, parce que la loisiveté, tout ça, ce sont des éléments qui concourent à une augmentation des maladies chroniques dont Mme Grébert a parlé tout à l'heure. Et ça passe, je pense, dans un premier temps par l'éducation à la santé. Voilà. Merci François, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais passer maintenant la parole à Pierre-André en faisant une transition puisque François parlait de la démocratie sanitaire et donc Pierre-André a fait un passage entre la recherche sur la santé et puis maintenant la casquette d'élu à la ville de Grenoble. Donc voilà, je vous laisse la parole. Je reste des deux côtés, je suis toujours chercheur et en même temps élu. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui s'est dit. Peut-être un premier point qui effectivement est important et qui vient prolonger les échanges qu'on a eus et vis-à-vis des attentes qu'on peut avoir d'une région, et ça concerne la place des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs institutionnels, mais qui sont des acteurs militants, associatifs. Et quand on entend la santé au sens large, ces acteurs-là jouent un rôle très important. Et je prends cet angle-là parce que c'est une question qui s'est posée avec beaucoup de virulence ces derniers mois, alors pour toutes les villes de France, mais à Grenoble tout particulièrement, parce que la pandémie de Covid-19 a conduit à mettre en place des politiques de santé publique et des politiques de santé publique qui soient des politiques de santé publique au plus près des personnes pour parler de ce qu'est cette pandémie, des besoins qu'elle implique, des gestes à mettre en œuvre, mais dans tous les cas, une politique de santé publique qui soit dans le dialogue et pas simplement dans l'injonction descendante. Et à ce moment-là, les associations jouent un rôle absolument crucial parce que ce sont des relais très, très importants sur le terrain, et y compris des associations dont on pourrait penser qu'elles ne sont pas directement concernées par les questions de santé, mais qui en fait le sont et de façon très, très, très forte. Je prends cet exemple parce qu'on sait que la région a diminué les moyens pour ces associations. Quand on prend l'exemple des violences faites aux femmes, ces associations sont des relais importants pour les femmes victimes de violences, et elles ont été nombreuses et encore plus nombreuses pendant le confinement. Donc il y a un premier aspect, ce que j'attends des futurs élus de la région, c'est qu'ils prennent en compte cette dimension démocratique et cette dimension associative de la santé. C'est d'autant plus important de le dire parce que c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, et que s'il y a bien un domaine où cette conception-là de la santé et de la santé publique a fait ses preuves, c'est celui du
du VIH en montrant que, en fait, sans embarquer les usagers, les usagères, les personnes concernées, comme on dit, il n'y a aucune chance de résoudre un problème infectieux et une pandémie. Et donc, c'est la même chose pour la COVID-19. Donc ça, c'est un premier exemple. Et effectivement, à Grenoble, on met en place un certain nombre de dispositifs, notamment le comité de liaison citoyen, on en reparlera peut-être, pour permettre d'embarquer tous les habitants et les habitantes dans une situation qui est faite d'incertitude. Et ça suppose des moyens et la région peut appuyer là-dessus. Ça, c'est pour ce qui est de la dimension, j'ai envie de dire, démocratique, sociale. Il y a évidemment une troisième dimension qui est fondamentale, qui est la dimension écologique, et vous le mentionniez très bien. Les maladies chroniques sont de plus en plus nombreuses, elles aggravent la COVID-19 pour beaucoup de populations, souvent les plus précaires également. Et c'est pour ça aussi, et je vais faire le lien encore avec ce qui se fait à Grenoble, mais que le maire de Grenoble, Éric Piolle, a souhaité que l'urbanisme et la santé soient réunis dans une seule et même délégation, en considérant que la façon dont on fabrique la ville ou la campagne, et tous les espaces entre la ville et la campagne, la façon dont on fabrique ces espaces-là doit de façon évidente intégrer les dimensions de santé et de bien-être. Et ça a un impact, effectivement, sur les maladies chroniques. Et vous en parliez, par exemple, la question de la qualité de l'air. Alors, vous évoquiez la question de la qualité de l'air extérieur, concernant notamment les politiques des transports, les sites pollués, mais il y a aussi toute une politique à conduire vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur, qui est aussi en fait un vecteur d'infection, notamment respiratoire, qui peut aggraver des formes de pathologies respiratoires. Et il y a des solutions qui existent pour lutter contre le mauvais air intérieur, et notamment la façon dont on construit les bâtiments ou dont on les rénove. Et on a une chance inouïe en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on a une filière, je donne un exemple, mais on a une filière du bois qui est présente, qui peut contribuer à des bâtiments qui soient plus écologiques pour les habitants et les habitantes, qui soient moins consommateurs d'énergie, donc qui améliorent la qualité de l'air intérieur. Et il me semble que la région, dans ses prérogatives, a le développement économique. Et donc de soutenir ce type de filière pour rendre accessible et abordable la construction de ce type de bâtiment, parce qu'évidemment, on arrive toujours sur des situations de tension qui se jouent entre le développement coûteux de bâtiments qui sont robustes en termes écologiques, mais qui, de fait de leur coût, deviennent de plus en plus inaccessibles. Et donc, il y a un enjeu à rééquilibrer ça et à permettre que ces bâtiments, cet urbanisme favorable à la santé, il soit aussi accessible à toutes et à tous, et notamment et en priorité vers les populations les plus précaires qui souffrent déjà beaucoup de pathologies chroniques. Voilà pour deux exemples un peu emblématiques, à mon sens, de ce qu'on peut attendre de la région, avec sans doute, et juste pour conclure, un point aussi, parce que Fanny, Vincent l'a évoqué, et Madame Cabot aussi, il y a énormément de maternités qui ont été fermées. Il y a une casse du service public hospitalier qui est conduite depuis plusieurs années. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu des maternités qui ont fermé. Et on ne peut pas parler de ça en Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, moi, je ne peux pas le faire sans parler, par exemple, du combat qu'a conduit Corinne Morel-Darleux sur la maternité de Die. Et moi, ce que j'attendrai aussi des élus dans les années qui viennent, c'est qu'ils continuent ce combat-là contre ces fermetures qui tuent à petit feu à la fois les services publics locaux et donc les territoires qui les abritent. Et enfin, effectivement, ce que je n'attendrai pas des élus locaux, c'est qu'ils lancent des campagnes de 8 millions de tests sans se concerter avec personne, sans prévenir personne, et ce qui conduit en fait à une situation où la mesure devient complètement contre-productive. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous. Benjamin, on enchaîne sur notre deuxième partie ou... Voilà, merci Pierre-André. Oui, je vous propose du coup, pour faire la transition, de laisser Magali Vialon, qui fait partie du groupe de travail sur la santé et le handicap dans le cadre de cette campagne. On travaille sur un programme et donc face à ce constat sur des carences de notre système de santé et organisation humaine plus large, eh bien, nous voulions vous faire part d'une proposition et puis vous demander après de
de réagir à celle-ci. Donc, je laisse tout de suite la parole à Magali. Bonsoir à tous. Donc, merci pour la diversité de vos horizons qui nous permettent de bien brosser un tableau des besoins en région. Je pense que Fanny Vincent, et c'était aussi très clair dans votre dernier livre avec Pierre-André Juven, si on comprend très bien que l'hôpital public, s'il en est là au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il est débordé par tous les maux qui sont issus de notre société contemporaine, le mal logement, la pollution, le mal manger, le mal-être qui est lié peut-être au mal-être au travail, le stress, etc., l'organisation peut-être des transports bondés, tout ce lien loin de la nature, ce manque d'accès à ce qui ressource. Les déserts médicaux, ce n'est pas forcément que dans les communes et les coins reculés de notre Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi dans nos quartiers. C'est aussi dans pas mal de villes, malheureusement, parce qu'on n'y trouve pas nécessairement justement la nature. Et donc, le désert médical, c'est tout cet ensemble de choses qui manquent pour vivre bien, pour vivre heureux, pour se construire dans un corps sain, avec un esprit sain. Et je pense que Fabienne a bien introduit les choses, le lien fondamental qui existe entre la santé des gens et la santé environnementale. L'urbanisme, comme le montre, il a rappelé Pierre-André, est très important puisque tu œuvres à un urbanisme de la santé et c'est vrai que le cadre de vie, la façon dont on se rend au travail, les lieux qu'on traverse, les odeurs qu'on ressent, tout contribue au bien-être et à la prévention. Et je pense que François Blanchardon, avec votre association d'usagers, vous avez bien rappelé ça. Les gens veulent être acteurs de tout et ça tombe très bien parce que nous, chez les écologistes, on est très sensibles à cette gouvernance avec des élus très, très différents qui écoutent vraiment les gens. Je pense que dans vos propos transpirait vraiment, je pensais à la citation de Gandhi, tout ce que l'on fait pour moi, sans moi, on le fait contre moi. Et je pense que chez les écologistes, on est très soucieux de l'écoute aux usagers, tout simplement parce qu'on veut sortir du curatif. Être en bonne santé, c'est n'être pas malade en premier lieu, c'est être en premier lieu dans un environnement qui contribue à la santé, où on trouve tout ce dont on a besoin à moins de 30 minutes de chez soi, où on essaye de ne pas tomber malade. Donc, c'est bien qu'il y ait des hôpitaux pour accueillir les gens avec sans doute une articulation des soins et de la technologie de plus en plus avancée et de plus en plus peut-être loin et condensée dans certaines métropoles. Mais en tout cas, auprès de chez soi, on doit avoir tout ce qui contribue au bien-être. Et en premier lieu, Fabienne l'a dit, l'alimentation. Et l'alimentation, c'est le premier médicament, c'est ce que disait Hippocrate il y a très très longtemps. Et si on arrive à donner tout ça aux gens, en repartant donc à la base, en recréant tout ce qui contribue à rendre les gens en bonne santé localement, et nous on l'a appelé des bassins de bien vivre. C'est-à-dire qu'on repart un petit peu à la base, on va aller mailler le territoire de tous les ingrédients qui rendent les gens en bonne santé, qui rendent les gens heureux. Et donc, pour faire ça, on le fait avec eux. Alors, je vais à nouveau vous redonner la parole, chacun dans vos expertises différentes. Je vais peut-être commencer par François, parce que c'est quand même le consommateur, l'habitant, la personne qui habite la région que l'on veut mettre au premier plan, en fait, de cette santé de demain. Et donc, c'est lui qui doit, en effet, nous guider dans la façon dont on va construire ces bassins de bien vivre et les peupler, les rendre pertinents. Merci. Effectivement, je pense que ces bassins doivent se construire avec les habitants des territoires de ce bassin. Et l'aide que peuvent apporter les associations, c'est d'accompagner ces habitants dans la discussion qui peut naître de ce qu'ils recherchent finalement et de leur diagnostic sur leurs besoins en matière de santé, non pas en matière de santé curative, mais plutôt en matière de bien vivre. Il y a deux typologies, on va dire, de concertation avec des usagers. Il y a la partie organisée, institutionnelle, qui est la représentation des usagers, et puis il y a la partie citoyenne. Dans le système de santé, on a la partie institutionnelle des représentations des usagers, et puis au sein des établissements,
il y a ce qu'on appelle les patients partenaires qui accompagnent des personnes qui sont atteintes de pathologies dans des cadres bien spécifiques. Et donc, les représentants des usagers peuvent accompagner ce mouvement-là. Donc, dans le cadre de l'accompagnement des citoyens à cette déclinaison de la santé, je pense qu'à l'intérieur, il doit peut-être y avoir un accompagnement, voire même une formation. Ce qui est difficile pour nous, c'est de penser qu'en regroupant des citoyens sur un sujet, sans pour autant qu'il y ait un accompagnement, une formation, un diagnostic, hein, on ne va pas forcément retirer tous les besoins qu'on peut mettre en place. Ce qui peut être aussi difficile, c'est de tout vouloir faire en même temps et d'apporter une dimension très globale à des sujets sans pour autant qu'ils aient été concertés et qu'ils aient été acceptés par les personnes d'un bassin, comme vous l'appelez. On l'a vu parce qu'il a existé dans l'histoire et très récente, hein, beaucoup de définitions de ces bassins. On a eu des conférences de bassins, on a eu des conférences de territoire, on a maintenant des conseils territoriaux. On a passé beaucoup de temps à savoir quel était leur rayonnement territoriaux. Après, on a voulu faire plein de choses sans commencer par faire un diagnostic et aller chercher auprès des citoyens quels étaient leurs besoins. Je pense par exemple aux maisons de santé. Vous avez vu, hein, on a donné beaucoup d'argent pour créer des espaces de santé, mais ces espaces, ils sont vides parce qu'on a oublié une chose, c'est d'abord de créer un projet. Et avant de pouvoir organiser quelque chose, il faut d'abord créer avec les citoyens d'un territoire un vrai projet qui doit s'appuyer sur un diagnostic. Il doit y avoir des expérimentations et dans chaque bassin, il peut y avoir des expérimentations différentes pour pouvoir voir celles qui peuvent déboucher sur une mise en place beaucoup plus globale et puis une évaluation. Et donc, ces éléments-là me semblent importants à mettre en œuvre. Bien sûr que d'avoir accès à moins de 30 minutes de chez soi à ce que j'appelais tout à l'heure ce fameux parcours de santé, c'est-à-dire finalement cet espace de bien vivre où on peut avoir accès à tout ce qu'on a besoin pour bien vivre, c'est-à-dire avoir toutes les informations concernant le bien manger, d'avoir toutes les informations concernant la partie de la qualité de l'air, mais même aussi le bruit. Enfin, vous savez, toutes ces pollutions, vous les connaissez bien mieux que moi d'ailleurs, mais on a besoin de les identifier et de pouvoir apporter l'information nécessaire. Ce qui est parfois aussi très important dans notre santé, c'est ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est-à-dire de donner les bonnes informations et qu'elles soient bien comprises. Ce qui est souvent une grosse difficulté de la part des usagers de la santé et qui ont l'impression qu'on décide à leur place. Et bon, dans la définition de ce que vous avez donné, il y a cette notion de co-construction à la fois avec les citoyens et les usagers de la santé, qui sont deux terminologies qui sont différentes, mais qui peuvent accompagner justement le développement de ces bassins de bien-vivre. Merci beaucoup. Je me tourne du coup vers l'élu, puisque une fois qu'on a parlé aux citoyens, c'est à l'élu d'entendre, de se faire la chambre d'écho de tout cela et de transformer les choses. Fabienne? Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, on va essayer, non? Plusieurs remarques par rapport à tout ce qui a été dit, et peut-être des propositions qui vont, je pense, aller dans votre sens. D'abord, c'est de se dire que ces politiques de santé, moi, je considère que le premier devoir d'un élu, c'est d'être exemplaire. Et qu'on a 3000 salariés à la région et que la première des choses qu'on doit faire, c'est aussi de garantir la santé au travail de ces 3000 salariés. Et je sais qu'à la région, il y a des salariés qui souffrent, des salariés qui sont en burn-out,
des salariés qui ont des conditions de travail difficiles, des salariés qui sont précaires et qui, du coup, n'ont pas les moyens de vivre bien de leur travail. Et ça, ce n'est pas tolérable aujourd'hui dans une région qui est une des plus prospères de France. La deuxième chose qu'on a à faire aussi, c'est d'être exemplaire vis-à-vis des publics auxquels nous avons accès. Et ces publics auxquels nous avons accès, c'est les lycéens, déjà, où il y a un vrai message de prévention qu'on peut porter auprès de tous les lycéens, auprès des étudiants également, et puis auprès de toutes les collectivités territoriales que nous accompagnons dans le projet. Et Pierre-André, tout à l'heure, soulignait effectivement tout le travail qu'on pouvait mener, notamment sur la qualité de l'air intérieur. Et Dieu sait si la région finance des projets de bâtiments, de maisons de santé sur lesquels nous pouvons déjà mettre des cahiers des charges sur des écomatériaux, par exemple. Alors, pour être tout à fait honnête, Laurent Wauquiez le fait sur le bois notamment, mais il le fait sur du bois construction et pas forcément sur des écomatériaux, sur des isolants, sur ce type de revêtement. Ça, je crois que c'est... Et donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. La deuxième chose sur lesquelles je voulais rebondir, c'est aussi, et ça a été évoqué, c'est la question des politiques de santé dans l'économie. Et il y a aujourd'hui, parce que c'est une compétence régionale, de nombreuses activités économiques qui peuvent s'organiser autour de la santé. Alors, on est déjà bien fourni avec les entreprises du médicament, mais néanmoins, on a failli fermer Famar, on a laissé tomber Luxfer. On a besoin, aujourd'hui, on a construit au débouté des respirateurs au printemps dernier qui n'étaient pas utiles parce qu'on a fait ça dans la vitesse et la précipitation. On a un vrai développement d'activités liées à la santé à organiser sur notre territoire. Alors, on a des entreprises qui sont extrêmement agiles, extrêmement en capacité d'adapter leurs outils industriels. On l'a vu sur les masques, par exemple, où on a eu des entreprises qui se sont reconverties très rapidement pour faire des masques. Et je crois, je tiens à leur jeter un coup de chapeau. Et puis, il y a tout un travail pour se donner une souveraineté en termes de santé. Et la question de la souveraineté en termes de santé, c'est effectivement de se dire, on va internaliser ici en Auvergne-Rhône-Alpes les équipements, la fabrication de médicaments qu'on peut faire, et on a un vrai levier là-dessus pour attirer des industriels autour de ça. Mais la souveraineté en termes de santé, c'est permettre aussi aux gens de se débrouiller seuls. Alors, je ne vais pas être l'apôtre de n'importe quelle thérapie, mais aujourd'hui, on a des diplômes d'herboristerie qui ont été interdits en France dans les années 40 sous le régime de Pétain, pour laisser la place aux officines de pharmacie. On a aujourd'hui le redéveloppement de plantes médicinales et de savoir-faire qui sont aussi des savoir-faire liés à la nature, qui peuvent être appelés à se développer, etc. Il y a aussi peut-être un intérêt à promouvoir ces savoir-faire ancestraux, à leur redonner une légitimité dans notre territoire. Et puis, ça a été évoqué aussi, la question de la souveraineté, c'est aussi la souveraineté des usagers. Et cette souveraineté, on aura d'autant plus de facilité à la porter qu'on arrêtera, comme ça a été dit, de bosser en silo. Et vous l'avez dit, la région a besoin de travailler avec l'ARS, la région a besoin de travailler avec la CPAM, la région a besoin de travailler avec les usagers. C'est pas ce que fait Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez lance des opérations de tests massifs et après, il contacte la CPAM et après, il contacte les hospices civils de Lyon et après, il contacte l'ARS et puis il essaye de rattraper le truc. Mais on est dans une logique d'homme providentiel, c'est pas ce que j'appelle porter de la souveraineté et garantir l'égalité d'accès aux soins en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je crois que effectivement, si on arrive à porter ces points, cette question des politiques de santé dans l'économie, la question de l'exemplarité dans nos politiques publiques, et puis la question d'une démarche transversale, on arrivera effectivement à rentrer dans cette logique avec des bassins de bien-vivre. Et ces bassins de bien-vivre, c'est aussi tout ce qui va constituer les attributs de la santé. C'est bien se nourrir,
Et Magali souhaite citer une citation tout à l'heure. Je voudrais reciter celle de Pierre Rabhi, que vous connaissez peut-être. On va arrêter de se souhaiter bonne chance au lieu de bon appétit avant de manger. Souhaitons-nous bon appétit et donc préservons notre santé dans notre assiette. Des bassins bien vivre, c'est des bassins où on travaille, où on a du travail. Parce qu'on ne vit pas bien dans des endroits où on n'a pas de boulot, parce que c'est un élément aussi de vie sociale essentiel. C'est aussi des endroits où on se distrait, où on fait la fête, où on retrouve de la joie de vivre, parce que c'est le meilleur élément contre la déprime. C'est des endroits où on se forme, on peut s'éduquer. Je vous rappelle quand même que Laurent Wauquiez a été un des premiers pourfendeurs du planning familial, a largement baissé les subventions dans cette organisation. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui la Journée mondiale du VIH, du sida, et que là aussi, il y a un vrai travail à mener avec des acteurs comme le planning familial pour lutter contre des maladies terribles comme ça. Et puis, le dernier point d'un bassin de bien vivre, c'est un bassin aussi où chacun a accès à une égalité en matière d'accès aux services publics et notamment aux services de soins. Et à toutes ces conditions, je suis sûre qu'on a les moyens, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, de travailler sur des bassins de bien vivre. Merci Fabienne. Je pense que sur l'exemplarité, les soignants à l'hôpital public réclament aussi de quoi être exemplaires. Notamment, c'est à Saint-Étienne, par exemple, le premier employeur de la Loire. Et quand on veut se rendre à l'hôpital par des moyens autres que la voiture, c'est compliqué. Et ils n'arrivent pas non plus à se garer. Donc, l'hôpital a besoin d'une alimentation aussi qui peut-être est plus saine. Sur l'hôpital de Saint-Étienne, par exemple, les cuisines sont encore des cuisines faites maison. Ils se sont énormément battus pour avoir des cuisiniers sur place qui font de la nourriture saine, etc. Ils n'ont pas les moyens d'acheter encore du bio et du local partout, mais ils ont gardé leur cuisine, ce qui n'est pas le cas de nombreux hôpitaux. Et sur Lyon, par exemple, c'est une catastrophe. Donc, je pense, Fanny, pour retransmettre la parole à Fanny, qui est spécialiste de l'hôpital public, c'est aussi un endroit où, quand on y vient, malheureusement, on est malade, mais on peut peut-être sortir de mauvaises pratiques et repartir avec plein d'idées pour être acteur de sa santé. Est-ce que, Fanny, vous voulez intervenir sur ce sujet ? Oui, merci. C'est vrai que la question de l'hôpital, elle est centrale quand on parle de ces questions de santé, parce que l'hôpital, c'est un service public emblématique. C'est celui qui, comme je le disais, est au centre du système de santé et dont on attend beaucoup en termes de préservation de la santé, ou plutôt de soins quand on est malade dans une logique curative. Et puis, si l'hôpital, c'est un service public emblématique, c'est aussi un employeur emblématique. Vous avez dit en effet que c'était un employeur d'énormément de personnes. C'est souvent le premier employeur de la ville. Et donc, à cet égard, il me semble que là, il y a beaucoup de progrès à faire à l'hôpital, parce qu'il est aussi tristement emblématique de la dégradation des conditions de travail que subissent les travailleurs en règle générale dans la société. Mais l'hôpital est aujourd'hui pris comme un laboratoire, ou plutôt comme un exemple de l'état de dégradation des conditions de travail. Et on dit souvent même que c'est pire de travailler à l'hôpital que de travailler dans le BTP, étant donné que souvent on prend le BTP comme l'exemple de conditions de travail dures. À l'hôpital, on constate des jours d'arrêt maladie par an et par agent extrêmement élevés, bien plus élevés que la moyenne, et pas seulement une question de souffrance au travail et de burn-out, mais aussi des troubles musculo-squelettiques, des problèmes liés au fait qu'on piétine en permanence, qu'on porte des charges très lourdes, c'est-à-dire des patients, ou qu'on pousse des chariots, qu'on n'a pas toujours les moyens et le temps de faire correctement et de préserver sa santé. Et il me semble qu'il y a énormément de choses à faire pour améliorer la santé des travailleurs de l'hôpital et des travailleuses qui sont des travailleuses du care, mais qui sont des travailleuses tout court, qui vivent aussi dans des conditions pas toujours évidentes. Et donc, il me semble qu'en améliorant la santé des travailleurs de l'hôpital, et tout particulièrement des soignants, on améliorera aussi la santé de la population, parce que des soignants
maltraités, ce sont des soignants qui n'ont pas le temps de faire correctement leur travail et qui disent maltraiter aussi leurs patients parce que ils sont pressés par le temps, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils font, ils ne se reconnaissent plus dans le travail qu'ils réalisent. Et ça, c'est extrêmement important de prendre en compte la question de la santé des travailleurs. Bon, là, il s'agit de l'hôpital, mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on sait que quand les travailleurs ne se reconnaissent plus dans le travail, ont l'impression d'avoir des marges d'autonomie qui sont de plus en plus réduites, ont le sentiment d'être maltraités et de plus se reconnaître dans ce qu'ils font, et ben ça a des effets très nets aussi sur la vitalité du corps démocratique et sur la santé démocratique, si on veut, du pays, parce que ce qu'on constate à l'hôpital, mais c'est ce qu'on constate aussi dans la société, c'est un recours, enfin pas un recours, mais une tendance à voter de plus en plus pour l'extrême droite, tout particulièrement dans les catégories C, donc les catégories qui sont les plus populaires de l'hôpital, et qui s'explique en partie, c'est ce que montrent notamment des études de la DARES, du ministère du Travail, qui s'explique en partie par le fait que ce sont des gens qui sont maltraités dans leurs conditions de travail, qui, encore une fois, n'ont plus ces marges d'autonomie, etc. Et donc, tout est lié, vous voyez, santé de la population, santé des travailleurs et santé du corps démocratique, si je puis dire. Et ça me fait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Blanchardon, sur la nécessité d'impliquer les citoyens et de concerter, de les inclure dans la concertation. Je peux que plussoyer vraiment à cette proposition. Aujourd'hui, on se rend vraiment compte, et ça, c'est ce que montrent aussi nos collègues sociologues de Sciences Po qui ont sorti un bouquin sur le Covid. La prise de décision aujourd'hui sur les politiques de santé, sur une politique de santé aussi importante face à un risque épidémique, où ça engage vraiment des décisions extrêmement importantes, et elle n'a jamais été autant confisquée, autant détenue dans les mains de quelques-uns seulement. Et donc, il y a véritablement une nécessité de consulter largement, d'ouvrir, de démocratiser la prise de décision. Et là aussi, l'hôpital est assez emblématique de cette confiscation de la prise de décision entre les mains de quelques-uns qui sont des gestionnaires souvent coupés de la réalité du terrain et de la réalité des services et de ce qui s'y passe. Je vais peut-être m'arrêter ici. Je sais pas, je rebondirai peut-être plus tard sur la question des bassins de bien vivre si on refait un tour de... Vous pouvez réagir sur les bassins de bien vivre, sur la citoyenne cette fois peut-être, comment elle s'y voit dans ces bassins. Alors la citoyenne et en même temps la sociologue, parce que je pense que cette approche en termes territoriaux, elle est essentielle et elle est extrêmement importante, mais il me semble qu'il faut qu'on aille aussi au-delà d'une approche en termes de territoire, dans le sens où ce qu'il y a derrière le territoire, c'est aussi parfois des politiques plus générales, des politiques de santé, c'est-à-dire des politiques en l'occurrence de casse du service public et qui se caractérise par un manque de moyens. Je dis ça concrètement, j'ai un exemple en tête. Il y a des études qui ont montré qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, il y avait un risque beaucoup plus élevé de mortalité infantile et périnatale. Donc, on peut prendre ça comme une inégalité territoriale ou une caractéristique de ce territoire-là, mais quand on creuse, on se rend compte que ces inégalités territoriales, en fait, elles sont dues au fait que, en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas assez d'offres de soins, que les urgences sont engorgées, qu'il n'y a pas assez de places en maternité et dans les consultations, et que, du coup, ça dégrade les conditions les prises en charge de ces femmes-là, et ça induit une perte de chance pour elles et pour leurs enfants derrière. Donc, la dimension territoriale est intéressante, mais il faut aller au-delà et voir les politiques qui les sous-tendent. Et puis, là où je dis, je vais faire ma sociologue, c'est-à-dire que souvent, quand on regarde quand on a une approche territoriale, ce qu'on se rend compte, c'est que derrière le territoire, il y a la question des inégalités sociales. Et c'est un terme qu'on n'a pas encore utilisé aujourd'hui. Inégalité territoriale, inégalité environnementale, inégalité écologique, etc. Derrière, plutôt ça se superpose en fait à des inégalités sociales et c'est extrêmement important de les prendre en compte. Et souvent, s'intéresser au territoire ou avoir une approche territoriale des questions de santé, c'est un petit peu euphémiser ces inégalités sociales, ces inégalités entre classes sociales. Et il me semble que c'est particulièrement complexe à appréhender, mais que c'est un enjeu vraiment d'une approche complète des questions de santé. Et juste pour finir, les politiques publiques se sont beaucoup focalisées en France et en ont fait leur cheval de bataille sur l'égalité d'accès à la santé et d'accès aux soins. C'est extrêmement important, mais ça ne doit pas
faire passer au second plan la question de l'égalité de traitement des patients et du fait que les citoyens sont inégaux face aux soins, face aux professionnels de santé qui ont aussi parfois des pratiques socialement différenciées qui peuvent induire des inégalités sociales. Et donc, impliquer les citoyens, c'est aussi les impliquer dans un dialogue avec les professionnels de santé, mettre tout le monde autour de la table et prendre en compte cette question des inégalités sociales. Sur ce sujet, François, je vois que vous hochez la tête. Peut-être vous avez envie tout spécifiquement d'intervenir avant que Marie-Agnès rebondisse sur l'aspect justement maternité, Oui. et puis l'exemple qu'a donné Fanny. Oui, je partage complètement la vision de Fanny Vincent. Je voulais simplement m'arrêter une minute sur l'hôpital et la participation des usagers et des patients au sein de l'hôpital. Nous avons, je crois, au sein de la région, des hôpitaux qui travaillent particulièrement sur cette question-là. Et qu'il faut poursuivre ce mouvement-là. C'est un mouvement qui est de faire participer les patients à toutes les étapes, c'est-à-dire aux soins, mais aussi à l'organisation des services et des pôles. Et je crois que c'est une expérimentation qui intéresse beaucoup les autres établissements et qui va certainement se multiplier. Et qu'il faudra travailler sur ce sujet-là. C'est un petit peu le principe du Québec, hein, de nos cousins et de Montréal, de Montréal, pas du Canada, pardon, qui font cette participation des patients à la formation, à la recherche et aux soins, sur lesquels nous devons aussi regarder et travailler. Benjamin, tu voulais peut-être à nouveau intervenir, partager la parole avec mes co-animateurs, Guillaume ou Benjamin, pour la suite. Non, moi je vous écoute, c'est très très riche et voilà, je pense qu'on peut écouter Marie-Agnès. Oui, il y avait Pierre-André. Pierre-André, peut-être un mot tant qu'on est sur ces bassins de bien vivre. Vous évoquiez la question de l'alimentation. Il y a un enjeu qui est fondamental aussi, qui est l'approvisionnement de l'alimentation. Et en l'occurrence, il y a là encore un territoire, l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui regorge de richesses en la matière. Et c'est un point qui est important parce que ce qu'on a vécu au printemps avec la crise sanitaire et le confinement, on pourrait penser que c'était une crise terrible. Malheureusement, et je dis ça en pesant mes mots, c'est une crise qui aurait pu être bien plus terrible. Il y a des épidémies et des pandémies à travers l'histoire qui se sont révélées beaucoup, beaucoup plus néfastes. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu, ou en tout cas on n'est pas passé loin, de problème d'approvisionnement en matière alimentaire. Et donc la question de l'autosuffisance des territoires en matière d'approvisionnement alimentaire ne s'est jamais vraiment posée. Elle a effleuré un certain nombre d'esprits, mais on n'a pas eu de façon très violente et très dure à la vivre et à se questionner sur si demain les chaînes logistiques cessent soudainement, comment est-ce que je m'alimente? Comment est-ce qu'un territoire, un bassin de vie, réussit et parvient à s'alimenter et à s'alimenter de façon durable. Sans basculer dans une version catastrophiste, on voit qu'une crise comme celle que nous avons vécue est capable tout de même de paralyser un certain nombre de réseaux de communication de façon assez soudaine et extrêmement impressionnante. Et donc, ces bassins de bien vivre, ils interrogent aussi la capacité d'un territoire à s'autosuffire d'un point de vue alimentaire et à s'autosuffire non seulement sur une période donnée, mais sur une période très, très, très longue, qui fait que les générations futures pourront toujours exploiter les sols que nous exploitons aujourd'hui. Et ça, c'est un point qui est très important en matière de stratégie alimentaire et de prospective de long terme. Merci. C'est vrai, pour avoir des collègues qui travaillent sur le microbiote, c'est clair que notre microbiote, il a besoin qu'on ne se dise pas bonne chance, comme disait Fabienne en regardant son assiette, mais qu'on ait la garantie, en tout cas bientôt, qu'on n'ait pas de pesticides, qu'on n'ait pas de substances additionnelles qui se nichent dans les petits aliments. Et donc, c'est vrai que de penser long terme sur des sols qui vivent longtemps en bonne santé, c'est hyper important et c'est directement lié à notre santé à nous. Les risques de cancer, on va avoir
toute une conférence qui sera sur l'alimentation. Donc, on ne va peut-être pas développer davantage ce sujet. On va avoir des spécialistes qui vont nous en parler le 9 décembre. Donc, on détaillera tout ça et les risques et toute l'importance que ça revêt. Mais je vous remercie d'avoir pointé tous, en tout cas du doigt, ce sujet qui est vraiment important. Peut-être Marie-Agnès, pour repartir sur une gestion, la maman, les enfants ou tout autre sujet en fait, de ces bassins de bien-vivre que vous souhaitez aborder. Allô? Oui, merci. Ça a été très instructif d'entendre tout ce qui a été dit avant et ça m'a permis de repenser un petit peu à mon intervention. C'est vrai que moi, je suis donc sage-femme et la sage-femme, comme je dis souvent, c'est le plus vieux métier du monde. Et on est au départ, on devrait être que dans la physiologie et le bien-être. On a vu depuis quelques années que la grossesse a été perçue de plus en plus et traitée de plus en plus comme une maladie depuis les années 50, où les femmes qui étaient suivies par des sages-femmes en libéral se sont tournées de plus en plus vers le milieu hospitalier et de moins en moins de sages-femmes libérales qui ont réaugmenté récemment, mais pas du tout comme on l'avait imaginé. Et dans ces milieux hospitaliers, les femmes qui venaient chercher un accueil bienveillant se sont trouvées confrontées à des examens, du stress, une médicalisation à outrance et surtout une incompréhension. Et depuis quelques mois, voire quelques années, vous entendez comme moi parler de violence obstétricale, ce qui n'est pas un leurre. Hein. Les femmes le sentent vraiment, ces violences obstétricales. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui est au départ physiologique, quelque chose qui est de l'ordre d'un événement heureux qui a été transformé, et je trouve ça incompréhensible, en quelque chose, en un événement effrayant pour la plupart des femmes et des couples. Donc, je pense qu'il y a alors il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Des associations d'usagers comme le CIAN, notamment, qui est assez compétent en Rhône-Alpes, qui se préoccupe, qui est un organisme, une association de mères qui travaille avec des sages-femmes pour essayer de trouver une solution, parce que je crois qu'il y a vraiment une impasse. Et ces bassins de bien-vivre pourraient peut-être participer à ça, notamment avec l'idée de maisons de naissance. Actuellement, la loi en a rajouté 12 sur l'expérimentation qui n'était qu'à 6 jusqu'à présent. Alors, les maisons de naissance, effectivement, où il y aurait d'ailleurs une meilleure gestion de nos comptes publics, hein, parce qu'un accouchement en maison de naissance coûte beaucoup moins cher qu'un accouchement en milieu hospitalier. Avec quand même... alors, le gros avantage, c'est qu'on partirait sur une femme, une sage-femme dans ce monde-là. Ça veut dire que chaque femme qui partirait pour un accouchement avec sa sage-femme aurait un accompagnement intéressant, un accompagnement chaleureux. Et il y a quand même une gestion du stress totalement différente, avec une arrivée au monde de ce bébé et de cette famille beaucoup plus calme et détendue. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre du bien-être, du bien-être dans la naissance. La limite des maisons de naissance, c'est qu'elles doivent être accolées à des maternités. Et je vous disais tout à l'heure qu'on parlait de déserts médicaux et il y a aussi donc des déserts obstétricaux. Alors, comme ça se fait dans les pays du Nord, il y a quelques sages-femmes dont je fais partie qui pratiqueront les accouchements à domicile avec tout ce que cela peut comporter comme fantasme de la part des pouvoirs publics. Et je pense qu'il y a une méconnaissance de ce travail-là et qu'il faudrait également travailler sur cette meilleure intégration de ces sages-femmes qui vont aider à accoucher, qui vont aider à mettre au monde ces enfants dans des lieux un peu éloignés de tout. Et voilà, donc c'était aussi une réflexion qu'on pouvait avoir sur la région, parce qu'il y a quand même des lieux, des déserts obstétricaux. La naissance, c'est aussi le départ de la vie, hein, ça je ne vous fais pas de dessin. Je pense qu'on manque beaucoup de formation dans tout ce qui est domaine de la physiologie dans le milieu médical. Dans les facultés de médecine, dans les écoles de sages-femmes, on parle beaucoup de tout ce qui est pathologie et la physiologie est très peu enseignée. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose auquel on pourrait réfléchir par rapport à ça. Et notamment, par exemple, en Belgique, les sages-femmes belges sont beaucoup dans la physiologie et beaucoup moins les sages-femmes françaises qui sont vraiment très, très douées en pathologie et peu dans ce domaine-là. Que dire d'autre sur la problématique des femmes aussi, parce que donc sage-femme, c'est vraiment les femmes. Toute cette approche également des interruptions de grossesse. Vous aviez parlé tout à l'heure de planning familial. Alors,
Peut-on parler de bien-être dans ce milieu-là? À ce niveau-là, je pense que oui. Il y a un accompagnement à faire pour déstresser les femmes qui arrivent dans ce type, je dirais, d'alternative, qui ne peuvent pas aller plus loin que ça, avec une formation et une information à nos adolescentes. Et ça c'est du domaine de la région, de travailler avec les lycéennes, avec les lycéens également. Le collège, c'est plus la métropole chez nous, mais donc tout un travail à faire, à réfléchir sur ces bassins de bien-vivre qui partiraient des lycées, qui travaillent dans des maisons alternatives où la naissance serait respectée. Et une naissance respectée, c'est quand même une vie qui démarre mieux quand même. Par rapport au microbiote, donc je pensais à vous dans ce que vous disiez également. Je ne pourrais pas vous dire le pourcentage de bébés qui naissent avec déjà des charges d'antibiotiques. Je ne suis pas persuadée que leur intestin nous en remercie régulièrement. Je pense que plus de 80% des femmes qui accouchent ont une dose d'antibiotiques avant la naissance. Et donc, je ne suis pas convaincue que ça soit la bonne chose. Je pense qu'il y aurait vraiment des réflexions à avoir sur ces protocoles qui sont toujours les mêmes. Là, on est plus effectivement dans le domaine de la médecine, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais je pense qu'on peut travailler en accord avec les maternités, en accord avec les facultés, peut-être pour réfléchir à tout ça, pour lancer le bien-être dès le départ de la vie. Merci. Merci. François, vous vouliez intervenir de nouveau, c'est ça ou Oui, il y avait une question du public sur quels sont les leviers finalement aussi pour pouvoir agir sur l'hôpital public notamment. Et je crois que François voulait réagir. Oui, je voulais simplement apporter la notion qu'on dépense beaucoup d'argent sur les urgences et beaucoup trop d'argent sur les urgences parce que parfois, l'ultime recours d'un usager, c'est d'aller aux urgences parce qu'il ne trouve pas un accès aux soins urgents en dehors que les urgences de l'hôpital. On sait bien que les urgences de l'hôpital sont encombrées. On sait bien qu'une grosse partie des urgences qui arrivent à l'hôpital ne sont pas, peuvent être des urgences qui peuvent être gérées ailleurs qu'à l'hôpital et qu'on pourrait assez facilement réorganiser une partie de l'argent de ces urgences sur à la fois de l'innovation médicale et notamment avoir du matériel, investir sur du matériel, investir sur des bâtiments. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail de la tarification à l'activité, mais aujourd'hui, c'était un petit peu une course à la tarification à l'activité, c'est-à-dire que pour pouvoir gagner de l'argent, un hôpital devait faire de l'activité. Et la première activité, c'était de gonfler ses urgences et de choisir les personnes qui allaient rentrer dans les services pour pouvoir apporter cette tarification à l'activité à l'hôpital. Et ça a été assez, je pense, néfaste pour l'organisation financière d'un établissement public de santé et qu'il faut revoir cette question de la tarification à l'activité, éviter trop souvent les passages aux urgences. Dans la régulation, parfois, on sait que certaines personnes, comme des personnes âgées avec des pathologies, n'ont pas d'autre choix que d'aller aux urgences de l'hôpital parce que personne ne veut vraiment les traiter. Donc, on a parlé de l'inégalité de l'accès aux soins. Tout à l'heure, Fanny l'expliquait, l'inégalité aussi sociale et il est très important aussi et ce qui crée justement un déséquilibre parfois financier à l'hôpital. Voilà. Merci François. Je pense aussi à Marie-Agnès parce qu'il y a beaucoup de désarroi chez les mamans. Quand on a un petit dans les bras et qu'il a de la fièvre et il n'y a pas forcément urgence, mais il y a en tout cas un désarroi tellement immense qu'on va aux urgences et on encombre aussi beaucoup. Donc il y a besoin, et pour la personne âgée et pour les mamans, d'avoir peut-être une réponse qui ne soit pas curative avec une attente démesurée aux urgences. Peut-être que des bons conseils, du bon sens, quelqu'un qui l'a déjà vécu, une mise en réseau permettrait de répondre en termes de bien-être et en termes aussi de santé publique, de santé financière pour l'hôpital, etc.
J'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui voulaient intervenir. Il y a Fanny. Alors, qui en premier? Ouais. Pierre-André? Oui, parce que j'avais envie de rebondir sur ce que disait François Blanchardon, parce qu'il y a un piège qui est assez présent en ce moment, et notamment dès qu'on évoque la question des moyens qu'on accorde à la santé, à l'hôpital et à la médecine. Et c'est intéressant parce que ça interroge ce qu'est au fond une médecine écologiste aussi. Et il y a, et on peut faire référence à cet auteur, il y a tout un développement, notamment chez Ivan Illich, des effets néfastes, d'une surmédicalisation de la société, de la surinstitutionnalisation de problèmes comme ceux de la santé. Et la conclusion qu'on peut tirer des écrits d'Illich, c'est qu'au fond, une bonne santé, c'est une santé qui a le moins besoin de traitements pharmaceutiques, d'institutions hospitalières. Et donc, c'est ce vers quoi il faut tendre. Pas pour des raisons d'économie budgétaire et parce qu'on est persuadé que le système qui fonctionne, c'est celui où la dépense publique est la plus basse, mais parce qu'on est persuadé que la santé, c'est quelque chose qui va au-delà de la médecine. Le problème, c'est que c'est aussi une ancienne qui est reprise par les néolibéraux et qui consiste à dire qu'il faut moins d'hôpital public, et pour qu'il y ait moins d'hôpital public, il faut diminuer les moyens de l'hôpital public. Alors que dans l'idéal, on est d'accord que la place de l'hôpital et de l'institution médicale devrait être moins présente. Le problème, et je pense que Fanny rebondira aussi là-dessus, c'est ce qu'on a expliqué dans la case du siècle avec Frédéric Pierru, c'est que le temps que se structure un système de soins de premier recours notamment, qui soit en mesure d'encaisser les besoins actuels en matière de santé, et encore une fois pour les populations les plus précaires qui ont recours à ces institutions et à ces soins, le temps que ce système-là se structure, ce qui n'a pas été fait ces dernières décennies, l'hôpital reste un endroit malgré tout qui est indispensable et qui est essentiel. Et donc tant qu'on n'a pas ce tissu de soins de premier recours, il faut conserver un hôpital public qui soit fort et qui soit robuste et qui soit en mesure à la fois d'accueillir les patients qui en ont besoin et les patientes qui en ont besoin, mais aussi d'assurer une qualité au travail, et on l'évoquait tout à l'heure, qui soit décente et qui soit correcte, de façon à ce que la qualité des soins s'en ressente. Mais c'est un point important parce que la lecture qu'on peut faire de ce que doit être la santé et la médecine peut aussi des fois se retourner contre nous. Et à mon avis, c'est une vigilance qu'il faut qu'on ait vis-à-vis de ces politiques publiques. On a une question à nouveau de l'auditoire, justement sur l'organisation privée-publique et T2A et le côté un petit peu marchand de la médecine qu'on a pointé du doigt, avec une tendance à être dans le curatif à tout prix. On n'a pas parlé de violence aux patients, tiens, mais c'est la grande tendance dans la société. On va peut-être y venir. François, c'était une question pour vous dans le chat. Oui, alors d'abord sur la partie du rôle des associations dans cette T2A et le rapport, la relation publique-privée, je pense que les expériences que l'on peut amener dans les échanges peuvent jouer effectivement ce rôle d'arbitre et de mettre en exergue les difficultés rencontrées par les usagers. C'est ce qu'on fait assez régulièrement, notamment quand on parle de la question des urgences, parce qu'un usager qui ressort de l'urgence, il a deux façons d'être. Quand on lui parle de la satisfaction, la première satisfaction, elle est évidente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il sort de l'hôpital, il est satisfait parce que quand il est rentré, il a certainement eu peur de sa situation. Donc, quand on sort, généralement, et c'est là où les enquêtes à chaud qui sont faites dans les hôpitaux peuvent traduire une satisfaction évidente, mais après, ce qui est important, c'est de revenir sur une interrogation à froid de l'usager pour savoir dans quelles conditions il a été pris en charge. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des choses à améliorer. Et quand on a attendu 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures, voire plus, dans une salle d'attente aux urgences, on n'est forcément pas satisfait. Et donc, les associations d'usagers, dans leur relation avec l'établissement, il y a des commissions des usagers, on remonte ces difficultés-là. Et je pense que
le chemin fait que la T2A aujourd'hui doit être remise en question, en tout cas au niveau de l'hôpital public. On parlait également du rôle peut-être futur de l'hôpital. Est-ce que l'hôpital doit rester dans ses murs ou est-ce qu'il doit y avoir plutôt un service public territorial? C'est peut-être aussi la question qu'on doit se poser pour l'avenir, c'est-à-dire est-ce que l'hôpital doit rester à l'intérieur de ses murs ou peut-être aller à la rencontre notamment des citoyens les plus précaires dans des zones les plus précaires où on sait que c'est bien là où se passent des difficultés importantes et où l'offre de soins est la moins évidente. Et ça aussi, après, c'est une question, un débat plus important qui est comment penser l'hôpital public de demain. Mais je pense que cet hôpital public doit être beaucoup plus mobile et aller à la rencontre des citoyens. On est bien d'accord. Et ça, c'est une question qui m'amène directement à Fanny, parce que je pense que dans votre livre, on le sent, l'envie de service public territorial, de médecine publique de proximité. Et donc, Pierre-André l'a évoqué tout à l'heure, elle va se structurer, mais le temps que ça se structure, ça va prendre un petit peu du temps. Les associations, moi, je suis contente d'entendre que les gens, en fait, ont l'air d'être sensibles et préparés, que les associations sont là pour s'intéresser vraiment à la qualité des soins. Vous êtes vraiment, on l'entend à votre voix, François, intéressé par ça et ça va venir. Ça veut dire que si les soignants le veulent d'un côté et si l'hôpital public le veut d'un côté et que vous le demandiez en termes d'association, ça va advenir. Et ça, c'est une bonne nouvelle, je pense, parce que c'est quelque chose qui est écologiste et qui va dans une notion de médecine durable. Donc, peut-être Fanny, pour conclure, puis je vois que c'est déjà peut-être 10h moins 3. Donc, c'était intéressant. On en aura d'autres, on promet des réunions. Donc, peut-être on commence à se diriger vers la fin. Tout le monde est d'accord? Fanny? Oui, merci. Je ne ferai pas la conclusion générale. Je pense qu'il y a bien d'autres personnes qui ont des choses à dire, au moins aussi intéressantes que moi. Oui, en effet, pour rebondir sur ce que disait Pierre-André, sur ce que vous disiez, je pense que il faut à tout prix penser un service public de soins de proximité. C'est aujourd'hui ce qui fait complètement défaut et ça doit être pensé de manière en articulation avec l'hôpital public et quoi qu'il en soit, ce service public de soins de proximité ne doit pas éluder la question du manque de moyens que connaît l'hôpital aujourd'hui et on ne doit pas le construire sans traiter le problème de l'hôpital et de son manque de moyens. Et à cet égard, c'est très intéressant de revoir la T2A en effet, et ça a été l'objet d'un certain nombre de critiques, c'est le cœur de l'hôpital entreprise. Il y a une réforme qui est en cours, en effet, Pierre-André le mentionnait dans le chat, ça va dans le bon sens, simplement, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'instrument T2A, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision bien plus large de ce que c'est que l'hôpital et des moyens dont dispose l'hôpital. Parce que si on revoit le mode de financement de l'hôpital sans se poser la question de l'enveloppe globale qu'on donne à l'hôpital, c'est-à-dire des moyens d'ensemble, et ben on va se retrouver avec les mêmes difficultés, alors peut-être avec un financement à la qualité, au parcours, etc., mais toujours avec des moyens réduits. Donc il faut penser certes le mode de financement, mais aussi l'enveloppe globale, ou même pas d'enveloppe, enfin les moyens qu'on donne à l'hôpital et à la santé en règle générale. Et puis, ne pas oublier, enfin, quand même, on parle d'encombrement aux urgences, etc., mais l'hôpital a toujours été un lieu de soins, pas toujours, mais un lieu d'accueil et de soins, et qu'aujourd'hui, il tente à devenir, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi dans l'ouvrage, il tente à devenir un lieu de soins uniquement et plus d'accueil. Et les urgences, certes, elles ont été créées avec ce rôle et cette ambition de prendre en charge les urgences vitales, mais elles ont de fait toujours été un lieu d'accueil et elles le sont encore plus aujourd'hui que toute une partie de la population n'a pas accès à la médecine de ville parce qu'inaccessible d'un point de vue géographique ou d'un point de vue financier, parce que la sécurité sociale dérembourse de manière croissante les soins courants, parce que des délais de prise de rendez-vous pour certaines spécialités extrêmement longs dans le public, parce que des dépassements d'honoraires, etc., etc. Donc il ne faut pas oublier que l'hôpital a aussi cette fonction sociale, est aussi un lieu de premier recours et un lieu de refuge pour toute une partie de la population. Donc voilà, il faut arriver à tout tenir ensemble. Très bien. Peut-être Fabienne pour conclure.
Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et merci beaucoup pour la richesse de ces échanges. Il me semble que la région peut faire, on l'a vu, beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi des choses qu'on ne pourra pas attendre de la région, notamment sur toute la partie hôpital. Elle peut avoir un rôle de prescripteur, mais c'est le rôle de l'État, là. Et je crois que c'est important d'avoir un État fort, un État qui garantit un service public de qualité. Et je crois que la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle nous rappelle absolument l'importance de garder ce service public de qualité. Et je crois qu'on ne pourra pas déroger là-dessus. Mais effectivement, là où la région peut aider, c'est une question effectivement de souveraineté, une question d'éviter les problèmes de santé. Et c'est aussi une manière de préparer aussi, d'adapter nos services publics et de garantir une accessibilité aux soins au plus grand nombre, quelle que soit leur classe d'âge, quelle que soit leur classe sociale, leur niveau de revenu et leur présence dans les villes ou dans les campagnes. Voilà ce que je pouvais vous dire qui me semble essentiel pour bien vivre en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Fabienne. Guillaume? C'était effectivement extrêmement intéressant. On retrouve beaucoup d'éléments qu'on entend malheureusement quelquefois peu, notamment lorsque Fanny Vincent effectivement disait qu'on n'avait pas encore parlé des inégalités sociales de santé. Je suis très content qu'on ait pu traiter de ce sujet, qu'on ait pu parler de littératie, qu'on ait pu parler d'implication des patients, qu'on ait pu parler de lien ville-hôpital, qu'on ait pu parler effectivement de la force du collectif et de la force de la prévention. On aurait pu aussi, on en avait initialement parlé, notamment avec Pierre-André, sur l'urbanisme favorable à la santé, puisqu'il gère aussi au niveau de la ville de Grenoble cette question-là. Et effectivement, c'est tous des éléments qu'on va, dans la continuité du groupe de travail santé-handicap, essayer de mettre en lien, essayer de mettre en cohérence. Et on espère que cette soirée aura permis aussi à un plus grand nombre de personnes de connaître ce groupe de travail, de connaître ce qu'on souhaite faire à travers ces propositions. Et notamment, ce qu'on souhaite faire, c'est de la co-construction, c'est de construire avec le plus de personnes possible. On le voit ici, Magali est chercheuse, Benjamin est directeur d'hôpital et je suis professionnel de santé de terrain aussi. Et on le voit à travers aussi ces intervenants, autant chercheurs en sciences sociales que représentants des usagers, professionnels de santé, mais aussi Fabienne qui, on l'espère, pourra être à la tête de cette région avec un groupe écologiste. On pense que tout ça pourra, on l'espère en tout cas, aller dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On n'a pas pu suivre toutes les questions sur Facebook. Peut-être vous en avez adressé, mais on va le faire. Et dès demain, on continuera de vous répondre sur ces sujets. Peut-être on vous rappelle, Benjamin, comment nous joindre, comment nous trouver. Je pense qu'avec nos noms sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver tous. Fanny, je pense que Pierre-André, Fabienne, Marie-Agnès, tous ces gens sont des gens impliqués. On souhaite qu'un maximum de personnes en fait s'impliquent parce que c'est comme ça qu'on aura les élus qu'on mérite. Et on espère être ceux-ci. On espère que les valeurs écologistes qu'on a apportées ce soir, ce sont celles que vous attendiez. Et on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour continuer à nourrir le projet. Voilà, on remet le lien aussi dans le chat du Facebook de la campagne pour le groupe écologiste au niveau Auvergne-Rhône-Alpes et le Twitter aussi. Et effectivement, avec au moins ces deux réseaux, vous pourrez avoir une bonne partie de toutes les informations. Et n'hésitez pas surtout à partir de ces réseaux à contacter aussi l'équipe qui pourra vous rediriger vers nous aussi si vous souhaitez pouvoir co-construire encore une fois avec nous, avec le groupe de travail Santé Handicap. Merci à toutes et à tous. C'était vraiment un moment très riche et je mets les diapos là de fin de conférence effectivement pour prendre contact et on pourra vous redonner
bientôt, du coup, une version encore enrichie de ce qu'on a travaillé pour la région de demain, pour une meilleure santé pour tous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous et très bonne soirée. Bonne soirée à tous. À très Merci bientôt. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Soirée, au revoir. Au revoir.